Voilà, bonjour. Eh bien, cette fois, on va embrayer, on continue avec le TP numéro 2, TP sur les moteurs électriques. Voilà, donc, le TP sur les moteurs électriques. Voilà, vous pourrez suivre sur le fascicule, hein, TP2 sur les moteurs électriques. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais vous présenter le matériel. Alors, on tourne sur la table. Ici. Bon, dans le matériel, on va voir ici une alimentation stabilisée qui va nous fournir des tensions. Et puis ici une platine, voilà, dans laquelle vous verrez on va assembler des moteurs qui vont tourner autour de cet axe. Et pour fabriquer tout un tas de moteurs électriques, tous ceux qui existent, eh bien on a du matériel dans cette boîte verte que je vais vous présenter. Alors le matériel, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une petite clé pour serrer, desserrer. On a, ça s'appelle un rotor bipolaire, 2 pôles. Voilà, qui peut se mettre là-dessus et qui peut tourner, c'est le premier qu'on va utiliser. Là, c'est le même genre, mais avec 3 pôles. 1, 2, 3, rotor tripolaire. Ici, on a des bobines. Ça, c'est pour faire du stator. Donc, stator, c'est les pièces. Rotor, c'est les pièces en mouvement. Stator, c'est les pièces fixes du moteur. Donc, ça sera des stators à électroaimant, donc des bobines parcourues par du courant, qui vont créer du champ magnétique. Voilà, et un bout de ferraille pour conduire le flux du champ magnétique. Conduire le champ magnétique. Donc des comme ça, il y en a 3 normalement. Allez, 1, 2 et 3. Je vois la troisième. La troisième bobine. Le troisième bout de circuit magnétique. Voilà, de quoi le visser. Bon, ça on les utilisera plus tard. Après, nous on va voir ici. Donc plutôt que mettre des électroaimants au stator, on peut mettre des aimants permanents. Donc ça c'est magnétique. Je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, la clé est bien attirée par ça, donc c'est un aimant. Voilà, ça attire. C'est pas de problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, ça c'est un rotor constitué d'aimants permanents aussi. Voilà, donc ce sera un moteur possible. Ça c'est un rotor de moteur asynchrone. Donc ça c'est le plus compliqué à comprendre, ce moteur, et c'est le plus simple à fabriquer. On verra un peu plus tard. Et c'est le plus répandu aussi. Le moteur asynchrone. Les Anglais n'appellent pas ça un moteur asynchrone, ils appellent ça un moteur à induction. Pour faire référence au phénomène d'induction que je vous ai décrit la dernière fois. Et ça c'est ce qu'on appelle un porte-balai, vous verrez, à l'usage. Voilà. Ici j'ai un petit disque de centrage, vous allez comprendre très rapidement à quoi il sert. J'ai des pinces Crocco, mais je crois que on va pas s'en servir. Voilà, donc la boîte, je la mets un petit peu plus loin. Et là, je vais essayer de vous montrer d'à peu près ce que je vais faire ici. Donc là, j'ai mis mon rotor bipolaire, hein, mais j'aurais pas dû commencer par ça. On va commencer par mettre en place non pas le rotor, mais le stator. Donc ce qu'on va fabriquer maintenant, ça s'appelle une machine à courant continu, parce que ça va être alimenté avec du courant continu, c'est-à-dire une tension ou un courant qui est constant, ou qui va toujours dans le même sens. Voilà. Par opposition au courant alternatif, qui va un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc ce qu'on va faire au stator, on va se mettre deux pôles, un pôle nord ici, alors un aimant avec le pôle nord là, c'est-à-dire qu'en fait il crache du flux de champ magnétique par là, puis ensuite le flux fait le tour par le bout de circuit magnétique. Voilà, donc je le visse. Et en face, pour recevoir du champ magnétique, je vais mettre un pôle sud. Bon là le S de pôle sud, il s'est un peu effacé, mais c'est pas grave, je le mets en face. Voilà, et donc là, à ce stade-là, normalement déjà, j'ai du flux de champ magnétique qui sort par le pôle nord qui est là, et qui descend vers le pôle sud. Et puis ce flux passe dans l'aimant et remonte, mais par l'arrière, par la plaque de la platine, là, qui est ici. Ce qui fait que dans la zone où je vais mettre le rotor, qui est ici, je vais avoir du champ magnétique qui va du nord vers le sud, donc qui va diriger vers le bas. Alors avant de mettre le rotor, j'ai un petit disque de centrage, parce que vous voyez, il faut bien ajuster tout ça pour que voilà, le disque de centrage puisse rentrer. Une fois que le disque de centrage est en position, je prends la clé et je vais forcer. On va tourner un peu au maximum, que vous y voyez un maximum. Voilà, donc là je vais serrer pour voilà, j'ai un peu de mal à serrer celui-là. Bon, ça marche pas. J'ai un problème, je vais en chercher un autre. Celui-là, il y a un problème. Il ne veut pas se serrer, je ne sais pas pourquoi. Si, il devrait pourtant. Voilà.
Là, ce qui se sert... Non, on tombe dans le vide. Ok. Bon, je vais le changer. Je vais en prendre un autre. Un pôle Nord. Donc il y a un petit problème mécanique, celui-là, le précédent pardon. Donc on essaie celui-là, pôle Nord. Alors celui-là, est-ce que je peux le serrer? Voilà. Le Sud, est-ce que je peux le serrer? Voilà, j'ai mon pôle Nord, mon pôle Sud, le champ qui va vers le bas. Donc ici, je vais mettre ce rotor-là. Voilà, et qui est soumis à un champ magnétique. Alors, bon, pour le moment, on voit pas trop, mais il y a des crans magnétiques que moi je sens, mais bon, vous ne pouvez pas les sentir. Et puis sur un bon moteur à courant continu, il n'y aurait pas de crans magnétiques. Voilà, alors le principe de ce moteur, ça va être quoi? Ça va être de faire passer du courant dans ces bobines-là pour qu'elles se comportent comme un électroaimant. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si jamais le sens de parcours du courant dans les bobines, par exemple, est dans ce sens-là, si ça tourne comme ça, eh bien, ça veut dire que ce pôle-là va être un pôle nord. En face d'un pôle nord, eh bien, ça va engendrer une répulsion. Voilà. Et la répulsion, vous allez voir comment ça se manifeste. Par contre, si jamais le courant tourne dans ce sens-là, ça veut dire que le flux du champ magnétique va rentrer par là. Donc là, j'aurai un pôle sud. En face d'un pôle nord, là, ça va rester stable comme c'est, puisqu'il n'y aura pas de répulsion, il y aura une attraction. Voilà. Alors, pour faire passer du courant dans les fils, qu'est-ce que je vais faire? Je vais brancher là, sur la lime, deux fils, un rouge, un bleu. Voilà. Je vais faire un petit court-circuit. Je peux le faire parce que la lime est protégée contre les courts-circuits. Et voilà, je vais vérifier que le courant va à 2,46 ampères. C'est le courant maximum qu'il faut. Ici, la tension avant court-circuit, et je peux la régler à 12 volts. C'est un peu rapide, 12, mais enfin, on va faire avec, pas de problème. Je crois qu'il fallait régler un peu moins, mais c'est pas grave. Alors, je reviens ici, et je vais présenter mes deux fils, là, pour alimenter les bobines. Alors, pour alimenter les bobines, eh bien, il y a des petits contacts qui viennent ramener une extrémité des deux bobines sur cette partie métallique, et l'autre extrémité sur cette autre partie métallique. Voilà. Donc si je fais du touche-touche comme ça, eh bien je vais faire passer du courant dans les bobines. Alors je le fais. Et là il se passe rien. S'il se passe rien, c'est sans doute que j'ai une attraction. Donc ce que je vais faire, c'est-à-dire que j'ai un pôle sud ici. Si je veux renverser le pôle sud, enfin en pôle nord, il faut que je change le sens du courant. Donc pour changer le sens du courant, je vais mettre le fil rouge ici et le bleu ici. Et là qu'est-ce qu'on voit? Eh bien le rotor a fait un demi-tour pour amener le pôle sud en face du pôle nord. Puis après, il ne se passe plus rien. Si je continue, si je fais un demi-tour en plus, il faut de nouveau que je réinverse la polarité. Et là, ça fait un demi-tour. Voilà. Et si je veux entretenir les rotations, eh bien, il faut que je fasse, un demi-tour. Je voulais vous montrer aussi quelque chose. Vous voyez, quand ça se stabilise, le moteur fait des oscillations. Donc c'est normal, hein, et normalement, voilà, c'est les frottements qui font que les oscillations s'amortissent. Voilà. Dans le TD, je vous montrerai ça avec des aiguilles de boussole aussi qui font des oscillations. C'est pareil, ça fonctionne de la même manière. Alors, comment fait-on pour ensuite entretenir la rotation d'un tel moteur? Parce que là, il sait faire que des demi-tours, il avance que demi-tour par demi-tour. Eh bien, la technique, c'est de l'alimenter non pas par ces deux contacts-là, qui sont des baglisses, mais par le contact qui est devant. Donc, je vais vous montrer le contact qui est devant d'un peu plus près, mais je vais être obligé de déplacer l'appareil photo. Voilà, j'ai déplacé la caméra ou l'appareil photo, et en fait je vais vous montrer les contacts qui sont devant le rotor. Je vais essayer de zoomer dessus un maximum, pas trop parce que je perds la netteté. Voilà, je crois que c'est net. Alors donc si vous voyez bien là, vous allez voir que cette fois il y a deux demi-bagues ici. Voilà. Et en fait il y a une demi-bague qui est reliée à une extrémité des bobines, et l'autre qui est reliée à l'autre extrémité des bobines. Voilà. Et ça, ces deux demi-bagues, ça va s'appeler un collecteur. Et quand je vais alimenter, alors cette fois je vais alimenter par là, c'est-à-dire je vais faire du touche-touche comme ça. Et l'avantage, c'est que quand le moteur va tourner, automatiquement ça va inverser les polarités d'alimentation des deux bobines. Voilà. Et donc j'aurai pas besoin de faire de mouvement, les polarités vont s'inverser automatiquement de manière synchrone avec la rotation du rotor. Alors j'y vais, j'alimente comme ça. Bon là ça démarre pas, pourquoi ça démarre pas? Parce que
j'ai le pôle sud en face du pôle nord, donc c'est stable. Donc je vais croiser les fils, comme ça, et là, ça démarre. Et voilà, on a fait le premier moteur, qui est un moteur à courant continu. Alors je vais dézoomer un petit peu quand même, que vous voyez tous les pôles. Voilà. Alors ce type de moteur, hein, ça oblige d'avoir un système qui alimente le rotor avec des contacts glissants comme ça. Et les contacts glissants, en général, ils sont pas faits avec des bouts de cuivre comme ça, qui s'useraient trop vite. On va mettre des balais comme ça, qui sont en carbone. Voilà, la partie noire là, qui est en carbone, donc c'est conducteur. Et puis pour tenir tout ça, eh bien, on va utiliser ce dispositif bleu qu'on va appeler un porte-balai. En fait, je vais rentrer le porte-balai comme ça, je le verrouille en position avec la petite vis, comme ça. Voilà, et je mets un balai ici. Et j'ai le petit copain là, que je vais mettre ici. Et après, eh bien, je vais amener le courant électrique là, et le courant électrique sur l'autre partie du balai. Et ça démarre pas, parce que le pôle nord en face du pôle sud, vous voyez. Donc, je vais baisser un peu la tension, je ne tourne pas trop vite. Voilà, donc en fait, ce moteur, il a un inconvénient, c'est qu'il démarre pas bien. Vous allez vous en apercevoir tout seul. Alors, je vous montre de manière un peu plus détaillée. Est-ce que vous voyez la lime là? Elle est où la lime? On va le mettre là où? Non, on la voit pas encore. Voilà. Je crois que vous avez tout là dans le champ de la caméra. Donc là, il est alimenté en 7 volts à peu près, le moteur. Et ce que je vais faire, je vais débrancher. Quand je débranche, il va s'arrêter. Et en fait, quand je rebranche, eh bien, vous voyez que le moteur là, il démarre pas. Alors pour redémarrer, il faut que je lance. Et vous voyez, il démarre dans ce sens-là. Mais on pourrait croire que c'est parce que je l'ai lancé dans ce sens-là. Alors je vais essayer de le lancer dans l'autre sens. Donc je remets sous tension, voilà, je rebranche. Et je lance dans l'autre sens, comme ça. Et vous voyez qu'il démarre, non, il démarre toujours dans ce sens-là, sens de rotation. Alors en fait, si je veux qu'il tourne dans l'autre sens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que j'inverse les fils d'alimentation. C'est-à-dire, je vais enlever le rouge, là. Je vais enlever le bleu. Et je vais mettre le bleu à la place du rouge. Et le rouge à la place du bleu. Mon moteur ne démarre toujours pas plus. Mais cette fois, si je lance dans le même sens que tout à l'heure, en fait, il part dans l'autre sens. Voilà, donc ce moteur a un petit inconvénient, c'est qu'il ne démarre pas bien. Ensuite, je vais vous montrer une petite chose. Donc actuellement, il est alimenté à peu près en 8 volts. Et ici, vous avez la rotation, la vitesse de rotation du moteur en tours par minute. Donc actuellement, il fait 1000 tours, ou voilà, pas loin de 1200 tours par minute. Alors j'aime bien des fois convertir en tours par seconde. Donc on va faire un peu de calcul mental là-dessus. Si j'avais 600 tours par minute, eh bien ça veut dire qu'en une seconde, j'en ferai 60 fois moins, c'est-à-dire 10 tours par seconde. Alors là, je suis pas loin des 1200 tours par minute, c'est-à-dire que je suis pas loin des 20 tours par seconde. Voilà, le rotor tourne à 20 tours par seconde à peu près actuellement, en étant alimenté en 7-8 volts. Alors maintenant, regardez, je vais changer l'alimentation, je vais la passer, je vais l'augmenter. Et vous voyez ce que fait le moteur, donc là je suis à 16 volts. Je vais baisser un petit peu, on va essayer de mettre à peu près 16 volts. Voilà, et vous voyez que le moteur, cette fois, il tourne plus vite. Alors, il tourne à 1800 tours. Alors si c'était un super bon moteur, et bien normalement quand je double la tension d'alimentation, il devrait doubler sa vitesse. Bon là, c'est pas tout à fait le cas. Ça marche pas trop, mais voilà, il y a la limitation de courant qui est éclairée aussi, donc peut-être que si je faisais ça sur des plus petites vitesses, on va essayer de 4 à 8 volts. Allez. Je vais mettre 4 volts. Voilà, 4 volts, il fait du 600 tours par minute, c'est-à-dire 10 tours par seconde. Là. Et si je monte la lime à 8 volts, alors je vais mettre 8 volts. Voilà, là il fait à peu près 1200 tours, donc là ça marche. Bon, en fait, voilà, la lime fournit pas une tension bien régulée parce qu'elle allume son voyant de limitation de courant avec ce type de moteur. Voilà, donc conclusion sur ce moteur, c'est un moteur qui peut tourner, mais il a quand même un gros inconvénient pour un moteur électrique, c'est qu'il ne démarre pas tout seul. Ça serait comme un moteur thermique de voiture, lui il faudra lui mettre un démarreur, donc un autre moteur électrique pour le démarrer. Donc en fait on fait jamais ça, ça on l'a jamais.
Alors pour vous montrer, pour obtenir un moteur qui démarre tout le temps, bah, bien sûr il y a une solution. Donc c'est un peu plus complexe, mais au lieu de mettre un rotor bipolaire, on va mettre le rotor tripolaire. Alors le rotor tripolaire, pour le mettre, je suis obligé de sortir les balais là. On sort les balais. Comme ça. Je sors le porte-balai, je sors le rotor, et je mets à la place le rotor tripolaire. Il tourne moins bien celui-là, bon, c'est comme ça. Alors après, la question c'est savoir comment on met les balais. Tout à l'heure, j'avais visé pour faire les changements de polarité, enfin changement de sens du courant dans les bobines au bon moment, c'est-à-dire quand le pôle sud était en face du pôle nord. Mais là, je sais pas trop comment c'est fait à l'intérieur, donc on va y aller un peu au pif. Voilà. Donc là, le pif fait mal les choses puisque ça ne démarre pas, donc c'est que je ne dois pas être bien positionné. Ah mais attendez, j'ai débranché les fils d'alimentation. On va rebrancher les fils d'alimentation. Donc les fils là, ils sont là pour le moment. Bon, je les branche dans la lime. Je vous montre pas la lime, hein, elle est réglée à 6 volts. Comme ça, vous allez mieux voir le moteur. Voilà. Alors ensuite, je tourne, voilà. Et selon la position, voilà. Donc on va trouver la position optimale. Donc là, il démarre pas, donc c'est pas la bonne position. Ben, a priori, c'est la position qui est perpendiculaire à celle-là. C'est-à-dire, au lieu d'avoir les balais comme ça, je vais les mettre comme ça. Voilà. Et ça va être la position optimale, je pense. Voilà. Et cette fois, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même dézoomer, sinon je vais vous montrer là. Voilà, on va débrancher là. Donc ce balai là, vous voyez, ouais, je le débranche. Bon, ben, donc le moteur est plus alimenté, il s'arrête, et je rebranche. Et cette fois, il démarre tout seul celui-là. Voilà, il tourne dans un sens. Si je veux changer de sens, ben, je vais permuter les polarités des deux balais, c'est-à-dire le bleu, au lieu de l'envoyer là, je vais l'envoyer dans l'autre balai. Et le rouge ici. Et normalement, il a dû, je suis pas fait gaffe, mais il a dû partir dans l'autre sens. Voilà, bah donc là vous avez vu, vous avez fait votre premier moteur qui est un moteur à courant continu. Alors ça s'appelle un moteur à courant continu à aimant permanent. Parce qu'en fait, au stateur, il y a des aimants permanents. Et il y a un autre type de machine à courant continu qui consiste à remplacer les aimants permanents qui sont ici par des électroaimants, c'est-à-dire par cette chose-là. Voilà. On va étudier ça maintenant. Voilà, électroaimant. On va le faire, très simplement. Donc il est alors je remplace. Donc ce que j'avais serré, il faut que je le desserre maintenant. Voilà. C'est desserré. Je vais enlever celui qui est en bas. Je mets en bas à la place celui-là. Et je visse. On va le serrer, mais il n'y a pas besoin de trop le serrer celui-là. Il y a des petits crans qui font que le circuit magnétique est bien verrouillé en position. Il n'y a pas besoin de disque de centrage, hein, c'est un peu mieux fait cette pièce-là. Bon, et je réalimente mon rotor, voilà. Bon, mais là ça marche plus. En fait, c'est pas étonnant parce que les bobines hein, qui sont des électroaimants, en fait, elles sont plus alimentées. Elles sont pas magnétiques puisqu'elles sont pas alimentées. Donc il va falloir que je fasse passer du courant dedans pour qu'elles deviennent équivalentes à des aimants. Hein, sinon ça marchera pas. Voilà, on va essayer de changer un peu de point de vue. Alors ce moteur là s'appelle un moteur à excitation séparée quand c'est comme ça. On appelle ça un moteur à excitation séparée. Au lieu d'avoir une excitation qui est interne avec des éléments. Alors pour avoir du courant dans la bobine, dans les deux bobines d'ailleurs, eh bien je vais utiliser la deuxième partie de mon alimentation stabilisée. Et ici il y a une deuxième partie, je vais mettre quelques volts, puis pareil on va laisser passer pas mal de courant. Celui-là je vais le diminuer pour le moment. Alors, je vais partir du plus. Ici, je pense que vous voyez la lime. Ouais. Je pars du plus de la deuxième lime et je vais dans la première bobine. Et là, a priori, je fais tourner du courant comme ça. Donc si je fais tourner du courant comme ça, avec de la main droite, ça va pousser le flux de champ magnétique ici, ça va me faire un pôle nord ici, très bien.
Ensuite, je ressors de là, et je pourrais retourner à la lime, on va essayer, là, si je retourne à la lime. Bah, déjà, ça suffit à faire marcher le moteur. Oui. Donc avec une seule bobine, là, ça suffit à le faire fonctionner. Mais si on veut avoir un champ magnétique plus intense, bien, ce que je vais faire passer du courant dans l'autre bobine qui est en bas. Mais alors cette fois, c'est l'inverse, je veux que le courant, au lieu de tourner comme ça, je veux qu'il tourne dans ce sens-là. Dans ce sens-là, pour que ici avoir un pôle sud. Et donc un truc qui aspire du flux de champ magnétique, alors qu'ici ça le pousse. Voilà. Alors je crois qu'il y a, bon, je réfléchis à moitié, mais de toute façon il faut inverser, il faut que le courant arrive par la borne noire au lieu d'arriver par la borne blanche. Il faut inverser la polarité. Ensuite je branche, et voilà, ça marche. Alors quel changement observe-t-on si on diminue le courant d'excitation? Alors le courant d'excitation, c'est le courant qu'il y a dans ces bobines-là, qui s'appelle l'excitation L2. Et actuellement, bah, il vaut 1,72 ampères. Je vais le monter un petit peu, voilà. Là, je l'ai mis au maxi à 2,34. Et là, il va se passer un truc contre-intuitif. C'est que quand je vais diminuer le courant, par ce bouton-là, je diminue le courant, vous voyez, plus que 2 ampères, plus qu'1 ampère, etc. Eh bien, le moteur tourne plus vite. C'est contre-intuitif, mais la théorie prévoit bien ça. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça aussi dans la manip, mais c'est, voilà, mettons qu'on n'explique pas toute la théorie, là, vous faites du TP, mais c'est normal. Et il y a même un danger avec ces moteurs, c'est si on enlève le courant d'excitation, eh bien le moteur peut faire une survitesse. Bon là ça se produira pas parce que ce moteur a trop de frottement. Voilà. À un moment, la vitesse, quand la vitesse finit par réduire quand je réduis le courant. Mais dans un moteur qui a beaucoup moins de frottement, il part en survitesse, le moteur. Voilà, puis là, on n'a pas trop de tension encore, hein, si on avait plus de tension. Ici, pardon. Voilà. On n'avait pas mis beaucoup de tension sur les balais là. Le moteur part en survitesse, et c'est très dangereux, un moteur qui part en survitesse, parce que quand il dépasse sa vitesse de rotation maximale, eh bien, il est menacé d'éclater, sous l'effet de la force centrifuge. Voilà, donc il y a déjà eu des accidents très méchants avec ça, et en plus, ça peut arriver de manière, comment dire, totalement surprenante, parce que des fois, pour obtenir ça, il suffit que quelqu'un débranche un fil. Si je débranche ce fil, bon là je n'ai pas tendance à vouloir partir en survitesse, mais il y a des cas où on débranche le fil d'excitation et le moteur part en survitesse. Voilà. Donc c'est assez dangereux. Bon alors maintenant je vais vous montrer quelques petits trucs. Ben, j'ai un peu rezoomé, mais on va quand même regarder voilà, la vue sur la lime. On va regarder comment se comporte ce moteur quand j'inverse les polarités. Mais maintenant j'ai deux choses qui sont alimentées. Hein. J'ai le stator, les bobines stator et le rotor. Bon, si je permute les alimentations du rotor, c'est-à-dire au niveau des balais, là, je permute. Bon, qu'est-ce qui se passe? Sans surprise, le moteur change de sens. Allez, je remets en position initiale, pour voir. Maintenant, si je permute les bornes de ce qui alimente les bobines d'excitation, là, donc je renverse la polarité. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a de nouveau un changement de sens du moteur. Ah bah tiens, là, je viens d'enlever l'excitation, là on a un phénomène d'emballement dans ce sens-là. On n'avait pas tout à l'heure. Ce que je voulais montrer tout à l'heure, quand on débranche l'excitation, on croit que le moteur va s'arrêter, et non, il va de plus en plus vite. Voilà, donc il faut faire très attention à ça. Alors, chaque fois que je change une polarité d'alimentation, le moteur change de sens. Voilà. Et donc ça va donner... la question qu'on va se poser, c'est que plutôt que d'utiliser deux alimentations, eh bien maintenant je vais en utiliser qu'une seule, qui va fournir et le courant qui est au rotor, et le courant qui est dans les bobines stator. Ça sera le même, et pour ça je vais faire un câblage série. C'est-à-dire, comment ça marche le câblage série? Eh bien, par exemple, je vais débrancher mes bobines stator, là. Voilà. Donc j'ai plus d'alimentation. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, le courant qui revient du rotor, là, au lieu de l'envoyer dans la lime directement, eh bien, je vais l'envoyer dans le circuit des bobines stator. Donc là, il va dans le circuit des bobines stator. Et le retour des bobines stator, qui est le fil bleu, je le renvoie là. Et on dit que tous les enroulements sont en série cette fois. Ils ont tous le même courant. Donc ça fonctionne, ça fait un moteur qui est moins nerveux. Je ne sais pas si vous avez vu, il démarre un peu plus lentement. Enfin bon, je vais mettre un peu plus de volts, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai plus qu'une lime qui fonctionne et qui alimente le tout.
Et là, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si j'inverse les fils d'alimentation? Voilà, donc là, il faut vous poser la question. Je vous la pose. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va le faire pour voir. Voilà, et là, je le mets dans l'autre sens. Voilà. Est-ce que le moteur a changé de sens de rotation ou pas? Donc là, il tourne comme ça. Hein. Je vais refaire un croisement pour que vous voyez bien. Je refais le croisement. Voilà, je laisse quasi s'arrêter. Et là, vous avez vu, il repart dans le même sens. Donc ce moteur-là, quel que soit le sens du courant, eh bien, il tourne toujours dans le même sens. Et ce moteur-là, du coup, eh bien, il peut être alimenté par un courant continu qui va toujours dans le même sens, ou un courant alternatif qui va un coup dans un sens, un coup dans l'autre. C'est pas grave, parce qu'en fait, que le courant est dans un sens ou dans l'autre, ça le fait toujours tourner dans le même sens. Donc ce moteur-là peut aussi bien être alimenté avec du courant continu qu'avec du courant alternatif. C'est pour ça qu'il porte le nom de moteur universel. Voilà, ça s'appelle un moteur universel. C'est assez répandu, je vais vous en montrer un pour de vrai. Il fonctionne voilà, aussi bien sur le réseau 50 Hz par exemple que sur une alim continue. Bon, faut peut-être faire des petites adaptations de tension ou des choses comme ça, mais ça fonctionne. À tel point qu'on peut se demander ce qu'il faut faire pour changer le sens de rotation de ce moteur, du coup, maintenant, vu qu'il tourne toujours dans le même sens. Alors, pourquoi il tourne toujours dans le même sens aussi? Eh bien, si on veut dire un peu le pourquoi, eh bien, c'est que quand on change le sens du courant, ou le sens des polarités, on change le sens du courant dans tous les bobinages, y compris au stator et au rotor, et ça revient à faire comme si on faisait deux changements de sens de rotation. Puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on changeait les polarités uniquement au stator, ça changeait le sens de rotation. Quand on changeait les polarités uniquement au rotor, ça changeait le sens de rotation. Mais si on change les polarités sur les deux en même temps, ben ça fait deux changements de sens de rotation au même moment. Et donc ça revient à ne pas changer de sens de rotation. On peut le voir comme ça. Voilà. Et donc si on veut changer le sens de rotation, eh bien il faut permuter le courant par exemple dans le rotor sans permuter le courant dans le stator. Alors comment on peut faire ça? C'est relativement simple. Le rotor alimenté là, il suffit d'inverser les deux balais, prendre celui-là, le mettre là, et prendre celui-là et le mettre là. Je les permute. Alors une façon très soft de les permuter ici, c'est de retourner le porte-balai. Voilà. Je retourne le porte-balai, je le mets dans l'autre sens, voilà, comme ça, et vous voyez que le moteur repart dans l'autre sens. Voilà, je pourrais le faire électriquement en déplaçant ces fils ou en déplaçant ces deux là. D'ailleurs, tiens, ça je peux le faire facilement. Hein. Donc ça, c'est ce qui alimente le rotor. Voilà, je permute les polarités du rotor et le moteur part dans l'autre sens. Très bien, on a fini pour toutes les machines. Alors j'éteins la lime. Pour toutes ce qu'on appelle les moteurs à courant continu. Je vais quand même vous montrer à quoi ressemble une machine à courant continu d'électroménager. Je ne sais pas ce que vous allez voir. Je vais essayer de vous zoomer ça. Donc ça, c'est un moteur de machine à laver le linge que vous avez ici. Voilà. Et ça, c'est une machine à courant continu. Alors, est-ce qu'elle est à aimant permanent? Est-ce qu'elle est à excitation séparée? Alors, je ne sais pas si vous voyez la partie rotor hein, qu'on voit tourner là dedans. Enfin, moi, je la vois. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà. Et autour du rotor, vous avez un bobinage là, et vous avez le symétrique ici de l'autre côté. Voilà. Et ces deux bobinages, eh bien, c'est l'équivalent de celui-là et de celui-là. Ces deux bobinages, ils sont faits pour créer un champ magnétique qui va traverser le rotor comme ça, de là vers là par exemple, de haut en bas. Voilà. Et au rotor, donc ça c'est un moteur à excitation séparée. Donc c'est le moteur qui fait tourner le tambour d'une machine à laver le linge. Qu'est-ce qu'on voit au rotor? Alors le rotor, il est beaucoup plus sophistiqué que celui qu'on avait. Il n'a pas seulement 3 pôles. On voit pas trop parce qu'il y a du plastique, etc. Mais en fait, des pôles, il y en a, je sais pas, il y en a au moins une quarantaine. Donc celui-là, il va très très bien démarrer. Et pour alimenter cette quarantaine de pôles, eh bien ici, vous avez dans ces parties noires là, ici, vous avez deux balais qui viennent frotter sur un collecteur. Et le collecteur, je vais essayer de vous le zoomer pour que vous le voyez bien. Mais le collecteur, en fait, dessus, il n'y a pas 3 lamelles, il n'y en a pas 2, mais il y en a aussi une quarantaine. Hein. Je sais pas. On va zoomer cette partie-là.
On va la garder nette. Voilà, le collecteur, les balais. J'ai pas de lampe pour éclairer mieux que ça. Il va falloir se contenter de l'éclairage naturel. Voilà. Donc ça c'est un moteur classique. En électroménager c'est assez classique ces moteurs à, universels. J'avais au fond, je vais vous montrer, au fond de la salle, on a un petit moteur. Alors ça c'était le moteur d'un mixeur, ça, celui-là. Voilà, il ressemble, et vous voyez les balais là, on voit très bien les deux balais là, en haut et en bas, qui appuient. Voilà, et en fait, donc c'est des moteurs à excitation séparés, mais en électroménager, en général, ils sont alimentés en alternative directement, c'est-à-dire qu'ils sont montés en moteur universel. Vous avez ici un bobinage stator, vous avez le bobinage stator en face, et puis au milieu, ben, vous avez le, je sais pas si on va le voir, par le coin là. Là, vous avez les bobines du rotor là qu'on voit tourner. Voilà. Puis devant, vous avez un petit ventilateur là qui servait à refroidir le moteur, des petites pales d'un ventilateur qui sert pour le refroidissement du moteur. Voilà, bah, ça clôt ce que je voulais vous montrer sur les moteurs à courant continu. Et on va attaquer maintenant les moteurs à courant alternatif. Bien que celui-là, il peut fonctionner alternatif, mais les vrais moteurs à courant alternatif. Et on va commencer par le plus simple d'entre eux du point de vue de la compréhension, qui s'appelle le moteur synchrone. Voilà.